Pourquoi est-ce qu'Ilia Topuria a décidé de renoncer à sa ceinture alors qu'il aurait pu décider de la garder, monter dans la catégorie supérieure et espérer rejoindre les 4 champions simultanés qu'il y a eu dans l'histoire de l'UFC, y compris Conor McGregor. On sait qu'il suit les pas de Conor McGregor, là il les suit parfaitement. Il a conquis la catégorie featherweight, il ne lui reste plus qu'à conquérir la catégorie des lightweight. Mais s'il le fait sans sa ceinture featherweight, il ne sera pas officiellement considéré comme un double champion. Ce sera plus une situation à la Alex Pereira où il est passé d'une catégorie à l'autre. On l'appelle double champion, mais en réalité c'est un abus de langage parce qu'un double champion c'est quelqu'un qui a les 2 ceintures simultanées. Il n'y en a eu que 4 dans l'histoire de l'UFC. Ilia Topuria aurait pu les rejoindre, mais il a décidé de finalement rendre sa ceinture. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer qu'en réalité, il n'a pas forcément abandonné cette idée d'avoir les 2 ceintures simultanément, d'avoir cette image de lui avec les 2 ceintures à la Conor McGregor. C'est le problème avec tous les champions qu'on appelle double champions aujourd'hui, mais qui n'ont pas vraiment eu la chance d'avoir les 2 ceintures simultanément parce qu'ils ont dû soit rendre leur ceinture, soit qu'ils ont perdu leur ceinture comme Alex Pereira avant de monter dans la catégorie supérieure. C'est pourquoi on n'a que Henry Cejudo, Amanda Nunes et Daniel Cormier et évidemment Conor McGregor, qui ont des photos avec les 2 ceintures simultanément. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense qu'Ilia Topuria a dû faire ce choix, et également comment il va faire pour quand même réaliser son fantasme, entre guillemets, d'avoir les 2 ceintures simultanément, et au-delà du fantasme, d'entrer dans la légende de l'UFC en faisant partie des 4 et maintenant des 5, s'il arrive à le faire, double champion simultané de l'histoire de l'UFC. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, je pense que l'UFC ne voulait tout simplement pas qu'il conserve sa ceinture featherweight. Il faut savoir que Dana White et l'UFC en général n'ont jamais été fans du changement de division de la part des champions, à moins que ce soit impératif pour les champions qui, par exemple, n'arrivent plus à faire le poids, comme Alex Pereira qui n'arrivait plus à faire le poids en middleweight. C'est jamais une chose que l'UFC aime bien. Pourquoi ? Parce que ça réduit la qualité de la division. Littéralement, le meilleur combattant, l'objectif de la division, celui que tous les combattants visent dans cette division, part de la division. Donc en fait, toute la valeur de la division est changée. Les nouveaux champions, s'ils n'affrontent pas le champion qui est parti, du coup ne sont pas considérés comme les vrais champions. C'est ce qu'on appelle la continuité. En anglais, ils appellent ça lineal champions. Lineal champions, quand tu es un champion linéal, c'est que tu as affronté celui qui a battu l'ancien champion, qui a battu l'ancien champion, qui a battu l'ancien champion. Par exemple, Dricus du Plessis, c'est un pur champion linéal parce qu'il a battu Sean Strickland qui avait battu Adesanya. Adesanya avait battu l'ancien champion qui était Alex Pereira. Alex Pereira avait battu Adesanya qui était le champion avant ça. Adesanya avait battu Robert Whittaker. Et là, on a eu une rupture parce que Robert Whittaker n'avait pas battu Georges Saint-Pierre ni Michael Bisping. Ce qui fait que Robert Whittaker n'était pas vraiment un champion linéal à cause de Georges Saint-Pierre qui a délaissé la ceinture alors qu'il était champion. Ça, c'est tout ce que l'UFC déteste. Ça échappe à pas mal de fans de pourquoi est-ce que des fois l'UFC refuse l'accès à d'autres ceintures ou à d'autres divisions à certains combattants. C'est particulièrement à cause de ça ou pourquoi l'UFC a des conflits avec Georges Saint-Pierre ou avec Francis Ngannou parce qu'en fait, il coupe cette ligne des champions linéales. Donc déjà, ça, c'est un principe qui est super important à comprendre pour cette situation-là. C'est pour ça que l'UFC aurait préféré qu'Ilia Topuria reste en moins de 66 kilos, qui confirme, qui nourrisse en fait la division. Là, Ilia Topuria, il va mettre un peu en pause cette catégorie featherweight à cause de son départ en lightweight. Je pense que c'est la raison pour laquelle Ilia Topuria a dû donner presque une excuse en disant qu'il avait du mal avec le poids, etc. Mais comment tu peux avoir du mal avec le poids ? T'es même pas un des combattants les plus grands de la catégorie. Si Max Holloway arrive à faire le poids en moins de 66 kg, bien sûr que Ilia Topuria peut faire le poids en moins de 66 kg. Son problème, c'est évidemment pas le poids. Le vrai problème d'Ilia Topuria, c'est que après les grosses performances qu'il vient de faire là face à Volkanovski et face à Max Holloway, comment il peut faire un aussi gros combat, voire un plus gros combat que ce qu'il vient de faire ? Comment est-ce qu'il peut surpasser sa performance, que ce soit en termes de show, que ce soit en termes d'enjeu. Il n'y a plus personne en featherweight qui peut affronter, qui va être du niveau de Volkanovski ou de Max Holloway en termes d'accomplissement. Là, il a déjà plus rien à faire dans cette catégorie featherweight, du moins il a tout à perdre en fait. Si là il affronte Diego Lopez, il a tout à perdre. S'il affronte Volkanovski une deuxième fois, il a tout à perdre. S'il affronte Yair Rodriguez, même Brian Ortega, c'est plus un aussi gros nom qu'avant. Et ça ne rajouterait pas grand chose à la legacy d'Ilia Topuria. A l'inverse, s'il perd face à Brian Ortega, on parlera juste de l'ascension et de la chute d'Ilia Topuria. Son ascension étant l'apogée qu'il a atteint en battant Max Holloway et en battant Volkanovski d'affilée. Et ensuite la chute, peu importe qui il affronte après, s'il perd. Et même s'il gagne, bah finalement, l'ascension ne continue pas. S'il bat Yair Rodriguez, on parlera pas d'ascension. S'il bat Brian Ortega, on parlera pas d'ascension. On parlera d'un plateau, on parlera d'un combattant qui stagne et qui reste juste champion. Donc en fait, il a plus rien à conquérir et il est dans ses meilleures années. Il sent qu'il peut battre tout le monde. Pourquoi chercher à battre Diego Lopez? C'est un petit nom là pour Ilia Topuria. Ilia Topuria, ce qu'il veut, c'est des big fights. Les gros fights, les super fights, ça se trouve en lightweight. Je pense que son plus gros regret, c'est de ne pas faire, de pas être un lightweight naturel. Mais voilà, il va quand même monter de catégorie pour faire des gros fights. Et en lightweight, il a du choix. Que ce soit même face à Dan Hooker pour commencer petit, ce serait un banger. Dan Hooker contre Ilia Topuria, même si Dan Hooker n'est pas le meilleur lightweight du monde, ce serait un meilleur combat même que
Je pense Ilia Topuria face à Volkanovski 2 ou Ilia Topuria face à Diego Lopez en tout cas. Et là, on parle pas de combat face à Dan Hooker ou face à un lightweight lambda. On parle de combat face à Dustin Poirier potentiellement, peut-être même face à Charles Oliveira. Vous imaginez Ilia Topuria face à Charles Oliveira. On parle évidemment de Ilia Topuria face à Islam Makhachev. Mais moi, ma théorie, c'est que tout le monde parle de ce combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev, mais je pense pas que ce sera ça le combat suivant, en tout cas pour Ilia Topuria. Le combat suivant d'Ilia Topuria, ce sera bien contre un lightweight du top 5, je pense, mais ça m'étonnerait que ce soit directement face au champion. Déjà, si c'était directement face au champion, l'UFC nous l'aurait dit. C'est pas le style de l'UFC de nous envoyer quelques annonces et de pas nous mettre la grosse annonce dessus. L'UFC en général, ils aiment bien tout dump en même temps, nous mettre tous les bangers en même temps, surtout en début d'année, histoire qu'on sache que toute l'année, il va falloir regarder l'UFC. C'est pas leur style de ne pas annoncer un combat dont ils sont sûrs, surtout si c'est un aussi gros combat. Là, je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas annoncé le combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev, c'est tout simplement parce que c'est pas le prochain. Ilia Topuria va d'abord affronter, je pense, soit Dustin Poirier, soit Charles Oliveira. Charles Oliveira, c'est possible, mais ça reste un combat difficile à imaginer, surtout que Charles Oliveira va affronter Arman Tsarukyan pour la revanche, du moins c'est ce qui semble se profiler. Par contre, Dustin Poirier, ça fait un moment qu'il nous parle de son prochain combat et son potentiel dernier combat justement, parce qu'il avait dit que après Islam Makhachev, il y prendrait sa retraite, mais finalement il veut quand même faire Last Dance, il veut faire une dernière danse. Le seul combat qui faisait potentiellement sens, c'était la trilogie face à Gaethje, sauf que Gaethje va déjà affronter Dan Hooker, donc on sait que ce sera potentiellement pas Gaethje. Si c'était Justin Gaethje, ce serait dans une temporalité différente, vu que Justin Gaethje a déjà un combat. La seule option qui reste, c'est évidemment Ilia Topuria, et c'est la raison pour laquelle Dustin Poirier ne peut pas en parler, puisque c'est un combat très particulier, c'est une vraie surprise que l'UFC veut nous faire. Maintenant, il n'y a rien d'officiel, c'est que des suspicions, mais ça me paraît quand même logique d'imaginer qu'Ilia Topuria doive d'abord battre Dustin Poirier, et après, s'il bat Dustin Poirier, potentiellement, il pourra avoir le combat face à Islam Makhachev. Quoi de mieux pour s'obtenir un title shot face à Islam Makhachev que de battre un des combattants qui lui a causé des vrais soucis. Dustin Poirier, il a causé de vrais problèmes à Islam Makhachev. S'il arrive à battre Dustin Poirier dans ce duel de boxe qu'on attend tous, ça peut être un vrai indicateur de ce qu'il est capable de faire face à Islam Makhachev. Une autre raison pour laquelle je pense que cette théorie va s'avérer vraie, c'est qu'il aurait tout simplement pas eu à laisser sa ceinture featherweight s'il avait affronté Islam Makhachev directement. Si c'était Islam Makhachev tout de suite, pourquoi délaisser la ceinture? Autant laisser Ilia Topuria garder sa ceinture et le faire avoir les deux ceintures s'il arrive à battre Islam Makhachev à la fin du combat et nous faire un peu un remake du post-fight speech de Conor McGregor quand il avait les deux ceintures. Vous connaissez tous cette interview. Évidemment que l'UFC ne passerait pas à côté de créer un moment aussi iconique une nouvelle fois, cette fois-ci avec Ilia Topuria. La raison pour laquelle ils acceptent de laisser la ceinture en featherweight, c'est justement parce qu'Ilia Topuria va très certainement affronter quelqu'un d'autre. On sait qu'Ilia Topuria, il combat pas très souvent. Je crois que c'est une fois tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, s'il affronte d'abord un Dustin Poirier, qu'il prend le temps de se remettre de ce combat-là, et qu'ensuite il doit affronter Islam Makhachev, sachant qu'Islam Makhachev, pareil, c'est pas le combattant le plus actif, ce serait pas déconnant qu'on doive attendre en 2026, voire 2027, peut-être début 2027, pour un combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev. Et donc, pour cette raison, on ne peut pas laisser la ceinture à Ilia Topuria parce qu'il ne va pas laisser en pause la catégorie des featherweight et nous faire un remake de John Jones avec deux champions dans la catégorie. D'ailleurs, ça c'est très exceptionnel. Pourquoi est-ce que l'UFC laisse John Jones faire ça, sachant que l'UFC a le pouvoir de retrait? Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'Ilia Topuria qui rend sa ceinture, Ilia Topuria qui renonce à son titre. Un peu comme quand on avait parlé de Jiri Prohaska qui renonce à son titre parce qu'il s'était blessé à l'épaule, Jamal Hill qui renonce à son titre parce qu'il s'était blessé au tendon d'Achille en 2022. En 2022, c'était Jiri Prohaska. Jamal Hill, je sais plus, c'était pas longtemps après ça. 2023, Jamal Hill. On parle de renoncer, alors qu'en réalité, l'UFC a tout à fait le pouvoir de retirer la ceinture aux champions inactifs. Pas seulement pour inactivité, ils peuvent retirer la ceinture aux champions pour des problèmes contractuels ou des problèmes à l'extérieur de la cage, comme il l'avait fait à John Jones par exemple, à plusieurs reprises, comme il l'avait fait à Francis Ngannou à cause de problèmes de contrat. Donc voilà, l'UFC a l'habitude de strip les combattants de leur ceinture, de leur retirer leur ceinture. Si là, Ilia Topuria, il est monté sans sa ceinture, évidemment que c'est parce qu'il a eu une discussion avec l'UFC qui lui a mis un peu un ultimatum où ils lui disent soit on te strip de la ceinture pour inactivité, soit tu y renonces toi-même et du coup tu peux partir avec un peu plus de dignité, un peu comme Jiri Prohaska qui s'est blessé. Évidemment que s'il pouvait conserver sa ceinture pendant qu'il est blessé, il l'aurait conservé, mais il y a ce petit accord, c'est pas un renoncement à la ceinture, c'est plus un arrangement avec l'UFC, mais ce qui est intéressant c'est que ça nous montre du coup les intentions de l'UFC qui sont ici de laisser Ilia Topuria en lightweight. On a un vrai passage là d'Ilia Topuria en lightweight, c'est pour ça que je vous parle de tous ces potentiels combats, que ce soit Dan Hooker, j'ai pas parlé de Justin Gaethje, mais voilà.
Que ce soit Dan Hooker, Justin Gaethje, c'est possible aussi. Un excellent boxeur. Ce serait un match-up magnifique avec Ilia Topuria. On peut avoir Ilia Topuria face à Dustin Poirier, face à Charles Oliveira et ensuite face à Islam Makhachev. Pas seulement face à Islam Makhachev. Plutôt que de juste doubler Dustin Poirier, Charles Oliveira, Dan Hooker, Justin Gaethje et directement avoir la chance d'affronter Islam Makhachev. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir un combattant qui va tenter de remonter au classement dans une autre catégorie et de vraiment mériter sa chance pour le titre. Maintenant, la question qui reste, c'est est-ce que Ilia Topuria est capable de battre des lightweights du top du classement? On sait qu'il avait battu Jai Herbert dernièrement, je crois que c'est son dernier combat justement en lightweight. C'était quand même un cas exceptionnel. Jai Herbert, c'est pas non plus le meilleur des lightweights, mais ça reste un lightweight sérieux. Il nous a montré qu'il a clairement la puissance pour affronter des lightweights. Maintenant, il faudra voir la différence que ça fait en grappling. C'est pour ça que c'est un très bon combat d'introduction, Ilia Topuria face à Dustin Poirier, parce que Dustin Poirier va sûrement pas essayer de grappler. Dustin Poirier, vous lui dites qu'il va affronter un des meilleurs boxeurs de l'UFC, j'allais dire de l'histoire de l'UFC, mais je pense que c'est pas une exagération de dire ça pour Ilia Topuria, qui est vraiment un des meilleurs boxeurs, je pense, de l'histoire de l'UFC, mais il faut encore qu'il prouve. Donc si on met Ilia Topuria face à Dustin Poirier, évidemment que Dustin Poirier, par sa fierté, par le caractère qu'il nous a montré jusque maintenant, évidemment qu'il va tenter de boxer avec lui. Ce serait une excellente transition pour Ilia Topuria, qui d'ailleurs vient de battre Max Holloway, qui est entre les deux, entre les moins de 66 et les moins de 70. C'est un énorme moins de 66 kilos, Max Holloway. Donc on sait que ce match-up, il est parfaitement envisageable. Par contre, le match-up entre Ilia Topuria et Charles Oliveira, d'un coup, ça paraît un peu moins envisageable. Ilia Topuria face à Arman Tsarukyan, d'un coup, ça paraît un peu moins envisageable parce qu'on parle de grappleur. Et que là, on va voir une vraie différence de force entre un grappleur en moins de 70 et un grappleur en moins de 66. Ilia Topuria, on sait qu'il a un grappling excellent. Il nous l'a montré quand il a affronté Bryce Mitchell, particulièrement, où personne ne s'attendait à ce qu'il soumette l'expert du jeu au sol, justement. Mais voilà, il nous a rappelé que c'était ça, sa base, parce qu'Ilia Topuria, sa base, c'est justement le grappling. C'est là qu'il performait à la base. Donc, on attend de voir. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner au niveau de la force en termes de grappling quand il va passer dans cette catégorie, au top de cette catégorie. Donc je pense notamment à Arman Tsarukyan, Charles Oliveira et Islam Makhachev. Dites-moi si selon vous, vous imaginez qu'Ilia Topuria peut rivaliser avec Arman Tsarukyan en grappling. Dites-moi, avec Charles Oliveira, ça me paraît difficile à imaginer. Ce qui me paraît pas difficile à imaginer, par contre, c'est Paddy Pimblett face à Ilia Topuria. Je rappelle que Paddy Pimblett et Ilia Topuria, ils ont un bif depuis un bon moment. Ils ont eu des altercations à l'extérieur de l'octogone, plusieurs, que ce soit verbales ou même physiques. Ils s'étaient lancés des choses. Il y a des vidéos sur Internet, vous pouvez aller chercher. Ilia Topuria déteste Paddy Pimblett. C'est un des conflits les plus virulents qu'on a actuellement à l'UFC. Le seul problème, c'est qu'ils n'étaient pas dans la même catégorie au moment où c'était vraiment bouillant entre les deux. Là, ils se retrouvent dans la même catégorie. Donc ça aussi, c'est un match-up qu'on peut envisager à l'avenir. On sait que Paddy Pimblett va affronter Michael Chandler. Si Paddy Pimblett bat Michael Chandler, le prochain combat, ce sera forcément un combattant du top 5. Pourquoi pas envisager Ilia Topuria? Ça, c'est un combat où en grappling, j'arrive vraiment à imaginer Ilia Topuria rivaliser. D'ailleurs, ce serait magnifique puisque Paddy Pimblett, lui aussi, c'est un excellent grappleur. On pourrait encore une fois situer un peu le niveau de Ilia Topuria qui avait battu Bryce Mitchell, dont c'était la spécialité. Donc, est-ce que ce serait pas le test parfait pour Ilia Topuria avant d'affronter les gros grappleurs que sont Charles Oliveira et Islam Makhachev, par exemple? Conor McGregor avait d'abord conquis la catégorie featherweight. Ensuite, il était monté en lightweight pour avoir les deux ceintures. Là, Ilia Topuria, je pense qu'il compte d'abord conquérir la ceinture des lightweight, donc battre Islam Makhachev, et ensuite descendre juste pour un combat, pour récupérer la ceinture que tout le monde considère qu'il a déjà. Ce sera sûrement face à Volkanovski ou face à Diego Lopez. Il pourra descendre, récupérer cette ceinture featherweight sûrement sans problème. On sait que souvent les combattants, une fois qu'ils passent de catégorie, ils n'arrivent plus à redescendre, que ce soit une question de poids ou autre chose. Là, Ilia Topuria, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas du tout le poids le problème. Il sait qu'il peut redescendre en featherweight quand il veut. Il peut même finir sa carrière en featherweight. Mais le meilleur timing pour lui, ce serait de récupérer cette ceinture seulement après avoir gagné la ceinture des lightweight, seulement pour accomplir l'exploit d'avoir les deux ceintures simultanément. C'est ma théorie, c'est ce que je pense que Ilia Topuria compte faire. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire? Dites-le moi en commentaire. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que l'UFC prenne également un risque. Là, il laisse la catégorie featherweight un peu délaissée. Du coup, il n'y a plus de champion en featherweight. Ce qui se passe, c'est que celui qui va gagner entre Diego Lopez et Volkanovski ne sera pas considéré comme le vrai champion de cette catégorie. Encore une fois, ça réduit la valeur de cette catégorie. Là, si demain Diego Lopez prend la ceinture à Volkanovski, qui va le considérer comme le réel champion de la catégorie? On saura que le vrai champion, c'est Ilia Topuria. Mais voilà, c'est un peu le risque que prend l'UFC, c'est de tuer toute une division pour miser sur la création d'une superstar. Évidemment, si Ilia Topuria réussit son coup de monter de catégorie, de prendre la ceinture et de redescendre pour être double champion, ça vaudra largement le coup de créer cette superstar au détriment de toute une catégorie. Mais si Ilia Topuria n'arrive pas à le faire, ça tue juste la catégorie featherweight et ça nous fait la transition parfaite et en fait la conclusion de cette vidéo. On va parler rapidement du combat entre Volkanovski et Diego Lopez. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous voyez devenir champion entre les deux. Personnellement,
C'est assez difficile pour moi de faire ce pronostic. Ça me fait mal parce qu'évidemment, je suis un fan de Volkanovski plus que je ne suis un fan de Diego Lopez qui vient un peu d'arriver sur la scène. Il est là depuis un moment. On sait que c'est le coach de Alexa Grasso. Ça fait déjà un moment qu'il a une réputation, que ce soit au Mexique ou au Brésil, où il est très aimé du fait que c'est tout simplement un des meilleurs jiu-jitsu du continent. Il est vraiment connu pour son jeu au sol. Et le pire, c'est qu'en plus d'avoir un excellent jeu au sol, d'être un monstre en JJB, c'est aussi quelqu'un qui est très dangereux avec ses points. Il compte 12 KO en carrière, donc il est parfaitement capable de finir Alexander Volkanovski si Volkanovski nous fait une nouvelle erreur. Je rappelle qu'Alexander Volkanovski est sur 2 défaites d'affilée par KO, donc ce serait pas si étonnant de le voir perdre une nouvelle fois par KO. On sait que les combattants ont tendance à s'affaiblir au fur et à mesure qu'ils prennent des KO, demandez à Tony Ferguson. Donc ce serait assez dramatique à voir, mais ce serait un schéma qui se répète finalement pour Volkanovski. En plus du schéma du combattant qui enchaîne les défaites par KO, il y a surtout le schéma du up-and-comer qui bat le vétéran. Ici, Diego Lopez, c'est clairement le up-and-comer. L'UFC essaye de le construire. C'est déjà une superstar sur le continent sud-américain. Le but de l'UFC, c'est d'en faire une superstar internationale, un peu comme Volkanovski l'a été. Les plans de l'UFC ne réussissent pas toujours, mais la majeure partie du temps, ils s'accomplissent. Et je pense qu'ici, l'UFC va avoir ce qu'ils veulent. Diego Lopez, je pense, va devenir champion. Et pourtant, si on devait parler d'Alexander Volkanovski Prime, je pense qu'Alexander Volkanovski Prime bat Diego Lopez. Il fait tout mieux, il a un meilleur fight IQ. Il fait pas tout mieux parce qu'il n'est pas meilleur au sol, mais il a un meilleur fight IQ et un meilleur striking que Diego Lopez. Et je pense qu'il est tellement chirurgical, Volkanovski en tout cas, s'il est en forme, qu'il peut trouver un moyen pour ne jamais se retrouver dans les filets de Diego Lopez en grappling, comme il l'avait fait face à Islam Makhachev lors du premier combat. Islam Makhachev qui est en plus un combattant de la catégorie supérieure. Donc Alexander Volkanovski Prime, je pense qu'il bat même Diego Lopez tous les jours. Mais Alexander Volkanovski, dans l'état dans lequel il est actuellement, où il se concentre un peu plus sur l'extérieur, donc on voit qu'il développe sa chaîne YouTube, il développe des concepts autour de la cuisine. On sait que voilà, il est plus à 100% dans sa carrière de combattant de MMA. Diego Lopez, c'est son moment. Volkanovski a toutes les armes pour gâcher son moment. Mais je pense quand même que c'est le moment de Diego Lopez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match-up en commentaire. Dites-moi également si vous pensez qu'Ilia Topuria a sa place au top du classement des lightweight. Est-ce qu'il peut battre des Arman Tsarukyan, des Islam Makhachev, des Dustin Poirier? N'oubliez pas que ce week-end, on a l'UFC Fight Night Henry Cejudo face à Song Yadong. J'ai donné mon pronostic pour ce combat dans la vidéo précédente. Je rappelle que vous pouvez parier sur l'application Winamax et profiter de 110 € de bonus en ce moment. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Ces jeux sont évidemment interdits aux mineurs et gardez en tête que jouer n'est pas une alternative au travail. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des autres annonces de l'UFC, particulièrement celles concernant la France. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour rien louper de tout ça. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.